Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de Victor Lustig qui n'est autre que l'homme qui a vendu la tour Eiffel. Voilà, ça c'est fait, maintenant place à l'histoire. Victor Lustig naît le 4 janvier 1890 à Ostiny, c'est situé en Autriche-Hongrie, et il naît dans une famille bourgeoise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son éducation est réussie et le jeune garçon parle au moins couramment 5 langues. On n'en sait pas plus de son enfance, on sait juste qu'à l'âge de 19 ans, il s'est battu avec un autre garçon pour une fille. Le résultat de cette bagarre, il a une cicatrice caractéristique entre l'œil gauche et l'oreille gauche. Après sa scolarité, Lustig passe quelques temps en prison pour des délits mineurs. L'effort et le travail ne l'intéressent pas, il préfère mettre à profit son intelligence pour une activité plus lucrative et moins fastidieuse qui n'est autre que l'escroquerie. En 1909, Lustig quitte sa Bohême natale pour aller s'installer à Paris. Il débute comme proxénète, rencontre les voyous de la capitale, puis il embarque sur des bateaux à vapeur et il navigue sur l'Atlantique. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait sur des bateaux à vapeur? Eh bien tout simplement, il joue aux cartes et il plume les vieilles dames. Pas n'importe quelles personnes âgées, il cible les plus riches. Pour ce faire, il truque les cartes, il triche et il leur vole ainsi de l'argent. Ça, c'était avant la Première Guerre mondiale, car avec l'apparition du conflit, cette source d'argent disparaît. En 1920, il se rend aux États-Unis et il se fait appeler comte Victor Lustig. Rien que ça. Avec sa connaissance des gens, car il est très observateur, mais aussi avec son allure aristocratique, il porte ses escroqueries à la perfection. Parmi ses victimes, on compte entre autres Al Capone. Ce n'est pas rien. Il prétend vendre des machines à imprimer les billets de banque, mais aussi à avoir de bons tuyaux et des tuyaux sûrs pour des courses hippiques, avant bien sûr de s'éclipser avec la mise. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, Paris, la capitale, est en plein boom. Le jazz commence à naître, les cabarets fleurissent, ce sont les années folles. La Revue Nègre naît dans les caveaux du quartier latin, mais aussi à Saint-Germain-des-Prés. Au cas où vous ne le saviez pas, la Revue Nègre est un spectacle musical qui est né à Paris en 1925. Joséphine Baker, qui est l'étoile montante, porte cette Revue Nègre. Grâce à ça, on va avoir une diffusion plus large du jazz, mais aussi de la culture noire en Europe. C'est ici, à Paris, en 1925, dans cette atmosphère, que Lustig dépense l'argent frauduleusement gagné outre-Atlantique. Cependant, le coût de la vie parisienne est bien plus important qu'il ne l'aurait imaginé et il se retrouve très vite sans un sou en poche. Là, plus rien. Ouais, cette blague est nulle, j'ai pas des poches assez grandes. Dans sa luxueuse chambre de l'hôtel Crillon, place de la Concorde, Lustig lit un journal français pour trouver l'inspiration. Au fil des pages, il tombe sur un article exposant les difficultés financières de l'État à maintenir la tour Eiffel, qui a été construite en 1889 pour l'Exposition universelle. Exposition universelle de Paris. En effet, les visiteurs sont moins nombreux qu'au début et les critiques sont toujours aussi vives. Afin de compenser le manque touristique, Gustave Eiffel avait même essayé de la rendre indispensable en réalisant des expériences scientifiques. Malheureusement, en 1925, Gustave Eiffel décède et la mairie de Paris ne sait plus quoi faire avec le monument qu'elle avait acquis en 1910. Il faut dire qu'au départ, elle devait être détruite en 1909. Elle a été sauvée grâce à son utilité dans le domaine militaire. Comme il n'était pas prévu qu'elle subsiste aussi longtemps, il est maintenant nécessaire de la rénover. Le journaliste finit son article par une petite note humoristique. Devra-t-on vendre la tour Eiffel? Hop hop hop, cette note humoristique n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et Lustig met en place un plan machiavélique. Avec un complice, il se procure du faux papier en tête de la ville de Paris, mais aussi une carte d'accès à la tour Eiffel. Il liste ensuite les plus gros ferrailleurs de la région et leur envoie une invitation à l'hôtel Crillon pour une réunion spéciale. Cette entrevue doit évidemment rester top secrète. Cet hôtel est un camouflage parfait puisqu'il s'agit d'un point de rencontre prisé des diplomates et des hommes politiques. À la date prévue, les 5 ferrailleurs sont présents.
Et Victor Lustig se présente comme directeur général représentant des PTT, Poste, Télégraphe, Téléphone. Il explique aux intéressés que s'ils ont été retenus, c'est parce qu'on connaissait leur honnêteté en tant qu'homme d'affaires. Il les brosse dans le sens du poil. Ensuite, il leur dit que la tour Eiffel va être démolie et vendue en tant que ferraille. Évidemment, son aisance à l'oral rend son discours totalement crédible. Le plus offrant se verra confier son dépeçage et deviendra l'heureux propriétaire de 15 000 poutres et de 2,5 millions de rivets qui composent la tour. Il leur dit également que seul le président de la République, Gaston Doumergue, et quelques personnalités haut placées sont au courant. La transaction doit rester confidentielle pour éviter toute opposition publique au projet. Ah mais il est trop fort Lustig. Il leur dit « Attention, vous êtes privilégiés, c'est top secret, vous êtes privilégiés quoi, donc achetez la tour Eiffel. » Et il n'a pas fini, il abat ensuite sa dernière carte, il les emmène voir la tour Eiffel de plus près. Rappelez-vous, il avait une fausse carte d'accès à la tour. Cette étape est très importante car c'est maintenant que tout se joue. Et par chance, Lustig se rend au guichet, montre sa fausse carte de ministre et ça passe. Il les emmène tout en haut de la tour pour les laisser contempler la vue de Paris. Bien sûr, il ne fait pas la queue en bas. Donc là, il leur dit, vous voyez, Paris, c'est beau, nickel, voyez la tour, achetez-la moi. Et voilà. Et il ne leur laisse pas trop le temps puisqu'il termine en disant qu'il accepte toutes les propositions jusqu'au lendemain seulement. Et que s'il n'a pas de proposition, finito pipo, il va aller voir d'autres gens. Il a sa cible parfaite. Il s'agit d'André Poisson. Pourquoi me direz-vous? Car c'est un jeune entrepreneur qui vient de province et donc il ne se sent pas trop légitime dans le milieu des affaires parisien. En fait, il a un complexe d'infériorité et il se dit que s'il achète la tour, peut-être que ça lui permettra de rentrer dans ce monde et d'être plus légitime. Quelques jours plus tard, le poisson mord à l'hameçon. Vous avez compris le jeu de mots? André Poisson, poisson mort à l'hameçon. Vous avez compris? Cependant, cette transaction a failli ne jamais voir le jour puisque sa femme était méfiante et lui a mis le doute. Pour éliminer tout doute, il organise une deuxième rencontre et lors de cette deuxième rencontre avec André Poisson, il lui confie qu'il n'est pas très bien payé et qu'il aurait bien voulu arrondir ses fins de mois en vendant la tour Eiffel. Poisson était au courant de la corruption des fonctionnaires de l'État. Donc pour lui, il n'y a plus aucun doute. Il se dit que la vente est authentique et il accepte d'acheter la tour Eiffel. Une fois l'affaire conclue et signée, Lustig et son associé Dan Collins se réfugient à Vienne. Poisson se rend compte de l'escroquerie. Contre toute attente, la presse ne parle de rien. En effet, André Poisson était un jeune entrepreneur, il a eu honte de s'être fait berner, donc il n'en a parlé à personne et il n'a même pas reporté cette escroquerie à la police. Un mois plus tard, Lustig revient à Paris dans le but de recommencer une nouvelle fois cette escroquerie. Cependant, cette fois-ci, la cible choisie est beaucoup moins dupe qu'André Poisson et le dénonce à la police. Du coup, Lustig y prend ses clics et ses claques et fuit à toute vitesse. Il retourne aux États-Unis et aux États-Unis, il fabrique de la fausse monnaie. Lustig est arrêté et emprisonné à Ramsey County, c'est en Oklahoma, et il arrive à convaincre le shérif Richard de le libérer en échange d'une machine à imprimer des billets à un prix très raisonnable. Le shérif, quelque peu corrompu quand même, accepte et il découvre plus tard que ce que Lustig lui racontait, c'était n'importe quoi et ça marchait pas. Il le poursuit jusqu'à Chicago, il l'attrape et l'arrête de nouveau, mais Lustig ne perd pas son sang-froid. Lui, il est décidé à continuer dans son escroquerie et surtout à ne pas finir en prison. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit au shérif « Mais attends, tu sais pas te servir de la machine, moi je vais t'expliquer comment ça marche. » Il utilise tout un jargon technique que le shérif ne comprend pas et ainsi il parvint à le convaincre de le ramener en Oklahoma pour lui montrer comment la machine marche. Pour finir de le convaincre, Lustig lui donne une liasse de billets de 100 $ pour dédommagement du voyage. En 1934, le Secret Service constitue une commission chargée de découvrir l'origine de la fausse monnaie qui circule partout aux États-Unis. Le suspect numéro 1, c'est un homme du nom de William Watts, car il a déjà falsifié des étiquettes sur des bouteilles de whisky pendant la Prohibition. Malheureusement, on n'a aucune indication d'où se trouve Watts, la seule chose qu'on connaît, c'est son agent de liaison, qui n'est autre que Victor Lustig.
Une fois arrêté, il assure ne rien avoir à faire dans cette histoire et il dit mais moi je suis complètement innocent, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Le problème, c'est que sur lui, les policiers retrouvent une clé pour une consigne automatique de Times Square. Dans cette consigne, ils retrouvent des clichés mais aussi 51 000 faux dollars américains. Lustig est accusé et emprisonné à New York. Et vous savez quoi? La veille de son procès, il parvint à s'enfuir en faisant une corde avec les draps de son lit. Ce n'est que 27 jours plus tard à Pittsburgh qu'il est de nouveau arrêté. Son procès débute le 5 décembre 1935, il est condamné à 15 années de prison et il est envoyé à Alcatraz en Californie. Le 9 mars 1947, il contracte une pneumonie et décède 2 jours plus tard. Selon les dires des personnes, Al Capone aurait assuré la protection de Lustig en prison alors que ce dernier l'avait escroqué de 5 000 $. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est ce qui est dit. Le journaliste Pierre Bellemare raconte que Lustig avait affiché une carte postale de la Tour Eiffel dans sa cellule sur laquelle il avait ajouté « vendu 100 000 francs ». Cet exploit est raconté dans le livre L'homme qui vendit la Tour Eiffel, en anglais The Man Who Sold the Eiffel Tower, de James F. Johnson et Floyd Miller. Et en 1964, c'est Claude Chabrol qui a réalisé un court-métrage inspiré de cette histoire. Il a notamment dit que l'escroquerie de Lustig a pu être inspirée par celle de l'Écossais Arthur Ferguson qui en 1923 a réussi à vendre successivement la statue de l'amiral Nelson de Trafalgar Square, Big Ben, mais aussi le palais de Buckingham. La même année d'ailleurs, Ferguson a réussi à louer la Maison Blanche et a tenté sans succès de vendre la Statue de la Liberté à un riche Australien. A noter tout de même que l'existence de cet escroc est controversée puisque la dernière référence date de 1970. Je parlais d'Arthur Ferguson, pas de Victor Lustig. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire de vente de Tour Eiffel vous aura plu. Alors, est-ce que vous, à la place d'André Poisson, vous auriez acheté la Tour Eiffel? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.